Le système solaire s'est formé il y a environ 4,568 milliards d'années à partir de l'effondrement gravitationnel d'une région dense d'un nuage moléculaire interstellaire composé principalement d'hydrogène, d'hélium et de traces d'éléments plus lourds issus de générations antérieures d'étoiles. Cet effondrement a été déclenché ou accéléré par une perturbation externe, probablement l'onde de choc d'une supernova voisine ou une instabilité gravitationnelle interne au nuage. La conservation du moment angulaire a conduit à l'aplatissement progressif de la matière en un disque en rotation, tandis que la masse centrale s'est concentrée pour former le protosoleil. La température et la pression au centre ont augmenté jusqu'à permettre l'amorçage de la fusion nucléaire de l'hydrogène, marquant la naissance du Soleil. Le disque circumstellaire, appelé disque protoplanétaire, était constitué de gaz et de poussière solide micrométrique. Les gradients de température au sein du disque ont déterminé la répartition des matériaux. Près du centre chaud, seuls les matériaux réfractaires comme les silicates et les métaux pouvaient se condenser, tandis que plus loin, au-delà de la ligne de glace, les composés volatiles comme l'eau, l'ammoniac et le méthane ont pu se solidifier. Cette distribution a joué un rôle fondamental dans la différenciation entre planètes telluriques internes et planètes géantes externes. Les particules solides du disque sont entrées en collision et se sont agrégées par accrétion, formant des agrégats de plus en plus grands appelés planétésimaux, dont la taille variait de quelques kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres. Les interactions gravitationnelles entre ces corps ont conduit à des collisions fréquentes, favorisant la croissance de protoplanètes. Ce processus s'est déroulé sur des échelles de temps de quelques millions à quelques dizaines de millions d'années pour les régions internes du système solaire. Dans les régions externes, riches en glace, les noyaux planétaires ont atteint des masses suffisantes pour capter d'importantes enveloppes de gaz, donnant naissance aux planètes géantes. Les isotopes radioactifs à courte durée de vie, tels que L-aluminium-26, présents dans les premiers solides formés, ont fourni une source de chaleur interne significative aux corps en formation, favorisant la fusion partielle, la différenciation interne et l'activité géologique précoce. Les inclusions réfractaires riches en calcium et aluminium, trouvées dans les météorites primitives, constituent les plus anciens matériaux solides connus du système solaire et servent de référence chronologique pour dater le début de sa formation. Au cours de cette phase initiale, une grande partie du gaz du disque a été dissipée par le vent solaire naissant et le rayonnement intense du jeune Soleil. Cette dissipation, survenue en moins de 10 millions d'années, a limité la croissance des enveloppes gazeuses des planètes internes et a figé l'architecture globale du système solaire. Les interactions gravitationnelles entre protoplanètes ont provoqué des migrations orbitales, des résonances et des collisions majeures, dont certaines ont profondément modifié la structure des planètes, comme l'illustre la formation tardive de grands satellites par impact géant. La composition chimique globale du système solaire reflète celle du milieu interstellaire local enrichi par la nucléosynthèse stellaire antérieure. Les abondances relatives des éléments légers et lourds, mesurées dans le Soleil, les météorites et les planètes, montrent une cohérence générale indiquant une origine commune. Les variations observées résultent principalement de processus physiques locaux tels que la condensation sélective, l'accrétion différentielle, la perte de gaz et les collisions. La formation du système solaire n'a donc pas été un événement instantané, mais une succession de processus physiques et chimiques interdépendants s'étendant sur plusieurs dizaines de millions d'années, établissant les bases de la configuration planétaire actuelle. L'âge du système solaire est estimé à environ 4,568 milliards d'années, une valeur déterminée principalement par des méthodes de datation radiométrique appliquées aux météorites primitives. Ces météorites, en particulier les chondrites carbonées, sont considérées comme des vestiges peu modifiés des premiers solides formés dans le disque protoplanétaire. Elles n'ont pas subi de différenciation planétaire majeure, ce qui permet de préserver l'enregistrement isotopique des débuts du système solaire. Les âges obtenus à partir de ces objets sont utilisés comme référence pour dater l'ensemble du système solaire. La datation radiométrique repose sur la désintégration radioactive d'isotopes instables en isotopes fixes à des vitesses connues, caractérisées par leur demi-vie. Parmi les systèmes les plus utilisés figurent uranium-plomb, plomb-plomb, rubidium-strontium et samarium-néodyme. Le système uranium-plomb est particulièrement fiable en raison de l'existence de deux chaînes de désintégration indépendantes menant à des isotopes différents du plomb, ce qui permet des vérifications croisées. Les inclusions riches en calcium et aluminium, présentes dans certaines météorites, ont fourni des âges extrêmement précis, souvent avec des incertitudes inférieures aux millions d'années. Les âges mesurés indiquent que les premiers solides du système solaire se sont formés sur une période très courte à l'échelle cosmique, probablement en moins de 100 000 ans. Cette rapidité suggère une condensation efficace des matériaux réfractaires dans les régions internes du disque protoplanétaire.
Les chondrules, sphérules millimétriques abondantes dans les chondrites, se sont formées un peu plus tard, sur une période s'étendant sur environ 2 à 3 millions d'années après les premiers solides, indiquant une activité thermique répétée dans le disque. Les planètes telluriques se sont assemblées progressivement par collision et accrétion de planétésimaux sur des durées de l'ordre de 30 à 100 millions d'années. Les âges isotopiques obtenus à partir des roches lunaires et terrestres confirment que la différenciation du manteau et du noyau de la Terre a commencé très tôt, probablement dans les 50 premiers millions d'années après la formation initiale des solides. La Lune, formée à la suite d'un impact géant, présente des âges isotopiques compatibles avec cette chronologie. Les planètes géantes se sont formées plus rapidement, en particulier leur noyau solide, car la présence de glace au-delà de la ligne de glace augmentait la masse disponible pour l'accrétion. Les contraintes observationnelles et les modèles indiquent que l'accrétion du gaz par Jupiter et Saturne a dû se produire avant la dissipation complète du disque gazeux, soit en moins de 10 millions d'années. Uranus et Neptune ont connu une croissance plus lente et n'ont capté que des enveloppes gazeuses relativement modestes. La datation du Soleil lui-même repose sur des modèles d'évolution stellaire et sur la composition isotopique observée dans le système solaire. Les âges déduits de ces modèles sont cohérents avec ceux obtenus à partir des météorites. Les observations de jeunes étoiles similaires au Soleil dans des amas stellaires confirment que les phases précoces d'évolution stellaire et la formation des disques protoplanétaires se déroulent sur des échelles de temps comparables à celles déduites pour notre système solaire. Les méthodes de datation radiométrique sont corroborées par des approches indépendantes, telles que l'étude de la dynamique orbitale, la modélisation thermique des corps planétaires et l'analyse des traces de désintégration dans les minéraux. L'ensemble de ces données convergent vers une chronologie cohérente, indiquant que le système solaire est un système ancien, formé peu après la génération d'étoiles précédentes dans la région galactique locale. Cette ancienneté fournit un cadre temporel fondamental pour comprendre l'évolution géologique, climatique et biologique des planètes qui le composent. Le système solaire est une structure gravitationnellement liée dominée par le Soleil, qui concentre environ 99,86% de la masse totale du système. Tous les autres objets, planètes, satellites, astéroïdes, comètes, poussières et gaz résiduels orbitent autour du centre de masse commun, situé très près du centre du Soleil en raison de sa masse écrasante. L'organisation du système solaire est globalement plane. La majorité des orbites planétaires se trouvent dans un plan proche de l'écliptique, vestige direct de l'aplatissement du disque protoplanétaire initial. Les 8 planètes reconnues orbitent le Soleil sur des trajectoires elliptiques décrites par les lois de Kepler. Les orbites sont presque circulaires et faiblement inclinées les unes par rapport aux autres. Les distances au Soleil augmentent de manière ordonnée, bien que non strictement proportionnelle. Les planètes sont réparties en 2 grands groupes, les planètes internes telluriques et les planètes externes géantes. Cette organisation reflète les gradients thermiques et compositionnels présents lors de la formation du disque protoplanétaire. Entre les orbites de Mars et de Jupiter se trouve la ceinture principale d'astéroïdes, région contenant des millions de corps rocheux et métalliques de taille variée. La masse totale de cette ceinture est faible, inférieure à celle de la Lune. La distribution des astéroïdes n'est pas uniforme. Des lacunes orbitales, appelées lacunes de Kirkwood, résultent de résonances gravitationnelles avec Jupiter. Ces résonances influencent fortement la dynamique des petits corps dans l'ensemble du système solaire. Au-delà de Neptune s'étend la région transneptunienne, comprenant la ceinture de Kuiper, un disque épais peuplé d'objets glacés orbitant généralement entre 30 et 50 unités astronomiques du Soleil. Cette région contient des planètes naines, des objets résonnants et des corps du disque diffus, dont les orbites peuvent être fortement excentriques et inclinées. Plus loin encore, à des distances pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d'unités astronomiques, se situe le nuage d'Oort, une structure sphérique hypothétique constituant le principal réservoir des comètes à longue période. Le système solaire est entouré par l'héliosphère, une bulle formée par le vent solaire qui s'étend bien au-delà de l'orbite de Neptune. Cette région marque l'influence dominante du champ magnétique solaire et du plasma émis par le Soleil. La frontière externe de l'héliosphère, appelée héliopause, correspond à la zone où la pression du vent solaire s'équilibre avec celle du milieu interstellaire. Au-delà commence l'espace interstellaire proprement dit, bien que les objets gravitationnellement liés au Soleil puissent s'étendre beaucoup plus loin. Les satellites naturels constituent une composante majeure de la structure du système solaire. Toutes les planètes géantes possèdent des systèmes complexes de lunes, tandis que certaines planètes telluriques en ont peu ou aucune. Les satellites présentent une grande diversité de tailles, de composition et d'histoire géologique. Leur origine inclut plusieurs mécanismes, accrétion simultanée avec la planète, capture gravitationnelle et formation à la suite d'impacts majeurs. Ces processus reflètent la dynamique complexe des premières phases du système solaire.
Les anneaux planétaires, principalement observés autour des planètes géantes, font également partie de la structure globale. Ils sont constitués de particules de glace et de roches allant de micromètres à plusieurs mètres. Leur stabilité et leur évolution sont contrôlées par les interactions gravitationnelles avec les satellites proches, appelés satellites bergers. Les anneaux sont des structures dynamiques, sujettes à des processus d'érosion, d'accrétion et de réorganisation. La structure du système solaire est également définie par des interactions gravitationnelles à long terme. Les perturbations mutuelles entre planètes entraînent des variations lentes des paramètres orbitaux, tels que l'excentricité et l'inclinaison. Ces variations, bien décrites par la mécanique céleste, influencent la stabilité à long terme du système. Malgré ces interactions, le système solaire présente une configuration globalement stable sur des milliards d'années, résultat d'un équilibre dynamique établi peu après sa formation. Le Soleil est une étoile de type spectral G2V appartenant à la séquence principale. Il s'est formé il y a environ 4,57 milliards d'années et se trouve actuellement à peu près à la moitié de sa durée de vie sur la séquence principale. Sa masse est d'environ 1,989 fois 10 kg, ce qui représente plus de 99,86% de la masse totale du système solaire. Son diamètre moyen est d'environ 1,39 million de kilomètres, soit environ 109 fois celui de la Terre, et son volume pourrait contenir plus d'1 million de planètes terrestres. La composition chimique du Soleil est dominée par l'hydrogène et l'hélium. Environ 73% de sa masse est constituée d'hydrogène, 25% d'hélium, et le reste correspond à des éléments plus lourds, appelés collectivement métaux en astrophysique, tels que l'oxygène, le carbone, le néon, le fer et l'azote. Cette composition reflète celle du nuage interstellaire à partir duquel le Soleil s'est formé, légèrement enrichi par des générations antérieures d'étoiles. L'énergie solaire est produite dans le noyau par la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium, principalement par la chaîne proton-proton. Dans cette réaction, 4 noyaux d'hydrogène se combinent pour former un noyau d'hélium, avec conversion d'une partie de la masse en énergie selon la relation E égale mc. Chaque seconde, le Soleil convertit environ 4 millions de tonnes de matière en énergie. La puissance totale rayonnée, appelée luminosité solaire, est d'environ 3,83 fois 0 exposant 6 watts. La structure interne du Soleil est divisée en plusieurs couches. Le noyau, qui s'étend jusqu'à environ 25% du rayon solaire, est la région où se produisent les réactions de fusion. Au-dessus se trouve la zone radiative, où l'énergie est transportée principalement par rayonnement, un processus extrêmement lent pouvant prendre des centaines de milliers d'années pour que l'énergie atteigne la surface. Plus haut encore se situe la zone convective, où l'énergie est transportée par des mouvements de convection du plasma, formant des cellules convectives visibles à la surface sous forme de granulation. La surface visible du Soleil, appelée photosphère, a une température moyenne d'environ 5778 Kelvin. C'est de cette couche que provient la majeure partie de la lumière visible émise. Au-dessus de la photosphère se trouve la chromosphère et la couronne. La chromosphère est une couche mince et dynamique où la température augmente progressivement. La couronne, extrêmement étendue et ténue, atteint des températures de plusieurs millions de Kelvin, un phénomène attribué à des processus magnétiques encore activement étudiés. Le Soleil possède un champ magnétique complexe généré par un mécanisme de dynamo lié à la rotation différentielle et au mouvement convectif du plasma. L'équateur solaire tourne plus rapidement que les régions polaires, avec une période de rotation d'environ 25 jours à l'équateur et jusqu'à 35 jours au pôle. Ce champ magnétique est responsable de nombreux phénomènes solaires, notamment les taches solaires, les éruptions solaires et les éjections de masse coronale. L'activité solaire varie selon un cycle moyen d'environ 11 ans, caractérisé par des fluctuations du nombre de taches solaires et de l'intensité des phénomènes magnétiques. Ce cycle correspond à une inversion complète de la polarité du champ magnétique solaire tous les 22 ans. Les variations d'activité solaire influencent l'environnement spatial du système solaire, en modulant le vent solaire et le flux de rayonnement énergétique atteignant les planètes. À long terme, le Soleil évoluera en fonction de l'épuisement progressif de l'hydrogène dans son noyau. Sa luminosité augmente lentement avec le temps, à un rythme d'environ 10% par milliard d'années. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil quittera la séquence principale, deviendra une géante rouge, puis finira par expulser ses couches externes pour former une nébuleuse planétaire, laissant derrière lui un noyau dense appelé naine blanche. Le vent solaire est un flux continu de particules chargées émis par la haute atmosphère du Soleil, principalement composé de protons, d'électrons et d'ions d'hélium, avec des traces d'ions plus lourds. Il prend naissance dans la couronne solaire, où la température extrêmement élevée, de l'ordre de plusieurs millions de Kelvin,
confère aux particules une énergie cinétique suffisante pour échapper à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Le vent solaire s'écoule radialement dans toutes les directions et remplit l'espace interplanétaire. Il existe deux composantes principales du vent solaire, le vent lent et le vent rapide. Le vent lent a une vitesse typique d'environ 300 à 500 km par seconde et est associé aux régions proches de l'équateur solaire et aux structures magnétiques complexes de la couronne. Le vent rapide atteint des vitesses de 700 à 800 km par seconde et provient principalement des trous coronaux, régions où les lignes de champ magnétique sont ouvertes et permettent aux particules de s'échapper plus facilement. La proportion relative de ces deux types varie au cours du cycle d'activité solaire. Le vent solaire transporte avec lui le champ magnétique solaire, formant le champ magnétique interplanétaire. En raison de la rotation du Soleil, ce champ adopte une structure en spirale, appelée spirale de Parker. L'interaction entre ce champ magnétique et les particules chargées gouverne la dynamique du plasma interplanétaire et joue un rôle central dans les phénomènes de météorologie spatiale. Les variations du champ magnétique interplanétaire influencent directement l'environnement des planètes et de leur magnétosphère. Lorsque le vent solaire rencontre une planète dotée d'un champ magnétique intrinsèque, comme la Terre, il est en grande partie dévié, formant une magnétosphère. Cette structure protège partiellement l'atmosphère planétaire de l'érosion directe par les particules énergétiques. A l'inverse, les planètes dépourvues de champ magnétique global significatif, comme Mars et Vénus, subissent une interaction plus directe entre le vent solaire et leur atmosphère, ce qui contribue à la perte progressive de gaz atmosphérique dans l'espace. Le vent solaire est variable dans le temps. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale projettent dans l'espace de grandes quantités de plasma et de champs magnétiques à des vitesses pouvant dépasser 1000 km par seconde. Ces événements transitoires peuvent comprimer fortement les magnétosphères planétaires et provoquer des tempêtes géomagnétiques. Sur Terre, ces tempêtes peuvent induire des courants électriques dans la haute atmosphère et à la surface, affectant les systèmes de communication, les satellites et les réseaux électriques. À grande distance du Soleil, le vent solaire ralentit progressivement en interagissant avec le milieu interstellaire. La région où sa vitesse chute brutalement à des valeurs subsoniques est appelée choc terminal. Au-delà se trouve l'héliogène, une zone de transition où le plasma solaire est déformé et mélangé partiellement avec le plasma interstellaire. La limite externe de cette région est l'héliopause, frontière où la pression du vent solaire s'équilibre avec celle du milieu interstellaire local. L'ensemble de la région dominée par le vent solaire et le champ magnétique solaire constitue l'héliosphère. Son extension n'est pas parfaitement sphérique et dépend des conditions du milieu interstellaire environnant, notamment de sa densité, de sa vitesse relative et de son champ magnétique. Les observations directes réalisées par des sondes spatiales ont montré que l'héliopause se situe à une distance de l'ordre de 120 unités astronomiques du Soleil, bien que cette valeur varie dans le temps. Le vent solaire joue un rôle majeur dans l'évolution à long terme des surfaces planétaires et des petits corps. Il contribue à l'altération spatiale des surfaces dépourvues d'atmosphère dense, comme celle de la Lune et des astéroïdes, en modifiant leurs propriétés optiques et chimiques. Il influence également la dynamique des queues de comètes en interagissant avec les gaz ionisés libérés par le noyau cométaire, ce qui entraîne la formation de queues ioniques orientées à l'opposé du Soleil. Sur des échelles de temps géologiques, le vent solaire a été plus intense dans le passé, lorsque le Soleil était plus jeune et plus actif. Cette intensité accrue a probablement eu un impact significatif sur l'évolution des atmosphères planétaires primitives, en particulier pour les planètes proches du Soleil. L'étude du vent solaire, à la fois par l'observation directe et par la modélisation théorique, est essentielle pour comprendre l'interaction entre les étoiles et leur système planétaire, ainsi que les conditions physiques régnant dans l'espace interplanétaire. Le disque protoplanétaire est une structure de gaz et de poussière qui s'est formée autour du jeune Soleil à la suite de l'effondrement gravitationnel du nuage moléculaire initial. Ce disque était globalement axisymétrique, en rotation différentielle, et s'étendait probablement sur plusieurs centaines d'unités astronomiques. Sa masse initiale est estimée entre 1% et 10% de la masse solaire. Il était composé majoritairement d'hydrogène et d'hélium, avec environ 1 à 2% de matière solide sous forme de poussière riche en silicates, métaux et glace. La température du disque diminuait avec la distance au Soleil. Dans les régions internes, les températures élevées empêchaient la condensation des composés volatiles, tandis que les matériaux réfractaires pouvaient se solidifier. À une distance appelée ligne de glace, située initialement entre 2 et 4 unités astronomiques, la température devenait suffisamment basse pour permettre la condensation de l'eau sous forme solide. Cette transition a entraîné une augmentation significative de la masse solide disponible pour l'accrétion au-delà de cette limite, influençant directement la formation des planètes géantes.
L'accrétion planétaire a commencé à l'échelle microscopique, lorsque des grains de poussière submicronique sont entrés en collision et se sont agglomérés par force électrostatique. Ces agrégats ont progressivement atteint des tailles millimétriques, puis centimétriques. À ces tailles intermédiaires, les particules subissaient une dérive rapide vers le Soleil en raison de l'interaction avec le gaz du disque, un phénomène appelé dérive radiale, qui représentait un obstacle majeur à la croissance continue. La transition entre les agrégats centimétriques et les planétésimaux kilométriques s'est produite par des mécanismes collectifs, notamment l'instabilité de flux, ou des concentrations locales de solides ont entraîné un effondrement gravitationnel rapide. Les planétésimaux ainsi formés avaient des tailles allant de quelques kilomètres à plusieurs centaines de kilomètres. Une fois cette étape franchie, la gravité est devenue le moteur dominant de la croissance, accélérant l'accrétion par collisions et fusions successives. Les planétésimaux ont interagi gravitationnellement, entraînant une augmentation progressive des vitesses relatives et une phase de croissance dite oligarchique, durant laquelle quelques corps dominants, appelés protoplanètes, ont accrétionné la majorité de la masse solide de leur voisinage orbital. Dans les régions internes du disque, cette phase a conduit à la formation de protoplanètes rocheuses de taille comparable à celle de Mars en quelques millions d'années. Dans les régions externes, la présence de glace a permis la formation de noyaux beaucoup plus massifs. Lorsque les noyaux planétaires externes ont atteint une masse critique d'environ 10 masses terrestres, ils ont pu déclencher une accrétion rapide de gaz. Ce processus a conduit à la formation des enveloppes massives de Jupiter et Saturne. L'accrétion du gaz était limitée par la durée de vie du disque protoplanétaire, estimée entre 3 et 10 millions d'années d'après les observations de disques autour d'étoiles jeunes. Une fois le gaz dissipé, la formation des planètes géantes était essentiellement terminée. Le disque protoplanétaire n'était pas statique. Les interactions entre le gaz et les corps en formation ont provoqué des migrations orbitales. Les protoplanètes pouvaient se déplacer vers l'intérieur ou l'extérieur selon leur masse et la structure locale du disque. Ces migrations ont modifié la distribution finale des planètes et des petits corps. Des modèles dynamiques montrent que les planètes géantes ont probablement migré de manière significative avant de se stabiliser sur leurs orbites actuelles. La dissipation du disque s'est produite sous l'effet combiné de l'accrétion par le Soleil, de la formation planétaire, du vent stellaire et du rayonnement ultraviolet et X émis par le jeune Soleil. Cette dissipation a entraîné une chute rapide de la densité de gaz, mettant fin à l'accrétion gazeuse et stabilisant l'architecture globale du système solaire. Les structures restantes du disque solide ont donné naissance aux ceintures d'astéroïdes et de Kuiper. Les caractéristiques observées aujourd'hui dans le système solaire, telles que la distribution des masses planétaires, la séparation entre planètes telluriques et géantes, ainsi que la présence de populations distinctes de petits corps, sont des conséquences directes des processus physiques d'accrétion opérant dans le disque protoplanétaire. L'étude de disques autour d'autres étoiles confirme que ces mécanismes sont généraux et constituent la base de la formation des systèmes planétaires. La classification des planètes du système solaire repose sur des critères physiques, dynamiques et orbitaux définis afin de distinguer les corps dominants des autres objets en orbite autour du Soleil. En 2006, l'Union astronomique internationale a formalisé une définition officielle d'une planète du système solaire fondée sur 3 conditions cumulatives. Un corps doit d'abord être en orbite autour du Soleil. Il doit ensuite posséder une masse suffisante pour que sa gravité lui permette d'atteindre une forme proche de l'équilibre hydrostatique, généralement sphérique. Enfin, il doit avoir nettoyé le voisinage de son orbite, c'est-à-dire être gravitationnellement dominant dans sa région orbitale. Le critère de dominance orbitale est fondamental pour distinguer les planètes des autres corps de taille comparable. Un objet qui partage son orbite avec un grand nombre de corps de masse significative, sans pouvoir les accréter ou les éjecter sur des échelles de temps astronomiques, ne satisfait pas cette condition. Ce critère est lié à la masse relative de l'objet par rapport à la masse totale des autres corps présents dans sa zone orbitale. Les 8 planètes reconnues remplissent ce critère de manière nette, chacune contrôlant dynamiquement sa région autour du Soleil. Les objets qui satisfont les 2 premiers critères mais pas le 3e sont classés comme planètes naines. Ces corps sont suffisamment massifs pour être sphériques, mais ils n'ont pas éliminé les autres objets de leur voisinage orbital. Cette catégorie inclut des objets situés dans la ceinture d'astéroïdes et dans la région transneptunienne. Les planètes naines partagent des caractéristiques physiques avec les planètes, mais leur rôle dynamique dans le système solaire est fondamentalement différent. Les petits corps du système solaire constituent une autre catégorie distincte. Elle regroupe les astéroïdes, les comètes, les objets transneptuniens de petite taille et d'autres populations mineures. Ces objets n'atteignent généralement pas l'équilibre hydrostatique et présentent des formes irrégulières.
Leur dynamique est fortement influencée par les planètes, en particulier par les planètes géantes, dont les résonances gravitationnelles sculptent leur distribution orbitale. La classification des planètes peut également être abordée selon des critères physiques et compositionnels. Les planètes telluriques sont caractérisées par une composition dominée par les silicates et les métaux, une densité élevée et une surface solide bien définie. Elles occupent les régions internes du système solaire, où les températures élevées du disque protoplanétaire ont empêché la condensation des glaces. Ces planètes possèdent des atmosphères relativement minces comparées à leur masse totale, bien que leur composition et leur épaisseur varient considérablement. Les planètes géantes se divisent en deux sous-groupes. Les géantes gazeuses sont dominées par l'hydrogène et l'hélium et possèdent des enveloppes atmosphériques massives sans surface solide nette. Leur masse est suffisante pour retenir de grandes quantités de gaz lors de leur formation. Les géantes de glace, quant à elles, contiennent une proportion plus élevée d'éléments lourds, notamment des glaces d'eau, d'ammoniac et de méthane, et des enveloppes gazeuses plus modestes. Cette distinction reflète les conditions d'accrétion et la disponibilité du gaz dans les régions externes du disque protoplanétaire. La classification repose aussi sur des paramètres orbitaux tels que la distance au Soleil, l'excentricité et l'inclinaison. Les planètes du système solaire présentent des orbites relativement stables et faiblement inclinées par rapport au plan de l'écliptique, ce qui les distingue de nombreuses populations de petits corps. Les résonances orbitales jouent un rôle important dans la stabilité à long terme de cette architecture, en particulier pour les planètes géantes et les objets transneptuniens. Les critères de classification sont spécifiques au système solaire et ne s'appliquent pas directement au système planétaire extrasolaire. Toutefois, les principes physiques sous-jacents, tels que la dominance gravitationnelle et l'équilibre hydrostatique, restent pertinents pour comprendre la diversité des objets planétaires observés ailleurs dans la galaxie. La classification actuelle du système solaire reflète donc à la fois des considérations dynamiques mesurables et une compréhension physique de la formation et de l'évolution planétaire. Les planètes telluriques du système solaire sont caractérisées par une composition dominée par des matériaux rocheux et métalliques, principalement des silicates et du fer. Elles se sont formées dans les régions internes du disque protoplanétaire, où les températures élevées empêchaient la condensation des glaces et des composés volatiles. Cette contrainte thermique a conduit à la formation de corps relativement compacts, de masse modérée et de densité élevée par rapport aux planètes géantes. Toutes les planètes telluriques possèdent une structure interne différenciée résultant de leur histoire thermique précoce. Elles sont généralement constituées d'un noyau métallique riche en fer et en nickel, entouré d'un manteau silicaté et, dans certains cas, d'une croûte solide distincte. La différenciation s'est produite lorsque la chaleur interne, générée par l'accrétion, les impacts et la désintégration d'isotopes radioactifs, a provoqué la fusion partielle ou totale des matériaux, permettant aux éléments les plus denses de migrer vers le centre. La densité moyenne élevée des planètes telluriques reflète cette composition métallique importante. Elle est significativement supérieure à celle des planètes géantes, qui contiennent une grande proportion de gaz léger. La gravité de surface des planètes telluriques varie en fonction de leur masse et de leur rayon, mais elle est suffisante pour retenir des atmosphères, bien que leur capacité à conserver des gaz légers comme l'hydrogène et l'hélium soit limitée sur de longues périodes. Les surfaces des planètes telluriques sont solides et présentent des reliefs variés résultant de processus géologiques internes et externes. Le volcanisme, la tectonique, l'impact de météorites et l'érosion jouent un rôle majeur dans la modification des paysages. L'intensité et la durée de ces processus dépendent de la taille de la planète, de sa composition interne et de son bilan thermique. Les planètes plus massives conservent leur chaleur interne plus longtemps, ce qui prolonge l'activité géologique. Les atmosphères des planètes telluriques ont des origines multiples. Une partie des gaz atmosphériques provient du dégazage interne lié au volcanisme, tandis qu'une autre peut résulter de l'apport de corps riches en volatiles, tels que les comètes et certains astéroïdes. Les interactions avec le vent solaire, l'échappement thermique et les impacts majeurs ont également façonné l'évolution atmosphérique. L'épaisseur, la composition et la stabilité des atmosphères varient fortement d'une planète tellurique à l'autre. Les champs magnétiques globaux des planètes telluriques, lorsqu'ils existent, sont générés par un mécanisme de dynamo dans leur noyau métallique liquide. La présence d'un champ magnétique dépend de facteurs tels que la taille du noyau, sa composition, la vitesse de rotation de la planète et la disponibilité d'une source d'énergie pour maintenir la convection. Un champ magnétique peut jouer un rôle important dans la protection de l'atmosphère contre l'érosion par le vent solaire. Les planètes telluriques présentent des orbites relativement proches du Soleil, avec des périodes orbitales courtes et des vitesses orbitales élevées. Leur proximité au Soleil les expose à un flux de rayonnement solaire plus intense, influençant fortement leur température de surface et leur climat.
Les variations de l'inclinaison axiale et de l'excentricité orbitale peuvent induire des changements climatiques à long terme, modulant la répartition de l'énergie solaire reçue. La taille limitée des planètes telluriques implique une surface relativement petite par rapport aux planètes géantes, mais une diversité géologique élevée. Les cratères d'impact constituent des archives importantes de l'histoire collisionnelle du système solaire, en particulier sur les corps où l'érosion est faible. L'analyse de ces structures permet de contraindre les taux d'impact et l'évolution dynamique des petits corps sur des milliards d'années. Les planètes telluriques ont suivi des trajectoires évolutives distinctes malgré leur origine commune. Les différences observées aujourd'hui résultent de variations dans leur masse initiale, leur distance au Soleil, leur histoire d'impact et leur évolution thermique. L'étude comparative de ces planètes fournit des informations essentielles sur les processus fondamentaux de formation planétaire et sur les conditions physiques qui gouvernent l'évolution des corps rocheux dans les systèmes planétaires. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la plus petite des planètes du système solaire. Son demi-grand axe orbital est d'environ 0,387 unités astronomiques, ce qui correspond à une distance moyenne au Soleil d'environ 57,9 millions de kilomètres. Son orbite est fortement excentrique comparée à celle des autres planètes, avec une excentricité d'environ 0,206, ce qui entraîne des variations importantes de distance au Soleil entre le périhélie et l'aphélie. Une révolution complète autour du Soleil dure environ 87,97 jours terrestres. La rotation de Mercure présente une résonance spin-orbite particulière de 3h02. La planète effectue 3 rotations sur elle-même pour 2 révolutions autour du Soleil. En conséquence, la durée d'un jour solaire sur Mercure, définie comme l'intervalle entre 2 passages successifs du Soleil au zénith pour un même point de la surface, est d'environ 176 jours terrestres. L'axe de rotation de Mercure est très faiblement incliné, ce qui implique l'absence de saisons significatives. Les conditions thermiques à la surface de Mercure sont extrêmes. En raison de l'absence d'une atmosphère dense et de sa proximité au Soleil, les températures de surface peuvent dépasser 430 degrés Celsius dans les régions éclairées. A l'inverse, les zones plongées dans l'ombre, notamment durant la longue nuit mercurienne, peuvent descendre en dessous de 170 degrés C. Dans certains cratères situés près des pôles, où la lumière solaire n'atteint jamais le sol, les températures restent suffisamment basses pour permettre la présence stable de glace d'eau. Mercure possède une structure interne dominée par un noyau métallique exceptionnellement volumineux, représentant environ 85% du rayon de la planète. Ce noyau est principalement composé de fer, avec possiblement une fraction de nickel et d'éléments légers. Autour du noyau se trouve un manteau silicaté relativement mince, surmonté d'une croûte solide. La forte proportion du noyau explique la densité élevée de Mercure, comparable à celle de la Terre malgré sa taille beaucoup plus réduite. La surface de Mercure est fortement cratérisée, témoignant d'une histoire collisionnelle intense, en particulier durant les premières centaines de millions d'années du système solaire. De vastes plaines volcaniques recouvrent certaines régions, indiquant une activité volcanique ancienne liée au refroidissement interne et à la contraction de la planète. Des escarpements lobés, appelés falaises de contraction, s'étendent sur des centaines de kilomètres et résultent de la réduction progressive du volume de Mercure à mesure que son intérieur s'est refroidi et solidifié. Mercure possède un champ magnétique global, bien que beaucoup plus faible que celui de la Terre. Son intensité à la surface est d'environ 1% de celle du champ magnétique terrestre. Ce champ est généré par un mécanisme de dynamo dans le noyau métallique partiellement liquide. La présence de ce champ magnétique est notable compte tenu de la petite taille de la planète et fournit des contraintes importantes sur son état thermique interne. L'atmosphère de Mercure est extrêmement ténue et est souvent décrite comme une exosphère. Elle est composée principalement d'atomes provenant de la surface, tels que le sodium, le potassium, l'oxygène, l'hydrogène et l'hélium. Ces particules sont continuellement perdues dans l'espace et remplacées par des processus tels que le dégazage, l'impact de micrométéorites et le bombardement par le vent solaire. Il n'existe pas de circulation atmosphérique au sens classique en raison de la très faible densité de cette enveloppe gazeuse. La géologie de Mercure indique une planète qui a rapidement perdu sa chaleur interne. La majorité de son activité volcanique s'est produite tôt dans son histoire, probablement au cours du premier milliard d'années. Depuis lors, l'évolution géologique a été dominée par les impacts et la contraction globale. L'absence de tectonique des plaques comparables à celle de la Terre reflète la rigidité accrue de la lithosphère mercurienne au fil du temps. Les observations de Mercure fournissent des informations essentielles sur les conditions de formation et d'évolution des planètes telluriques proches du Soleil.
Sa composition riche en métal, sa dynamique orbitale particulière et son histoire thermique en font un objet clé pour tester les modèles de formation planétaire et pour comprendre l'influence des environnements stellaires extrêmes sur les corps rocheux. Vénus est la deuxième planète à partir du Soleil et présente des dimensions et une masse proche de celle de la Terre, ce qui lui confère une densité similaire. Son demi-grand axe orbital est d'environ 0,723 unités astronomiques, correspondant à une distance moyenne au Soleil d'environ 108 millions de kilomètres. Une révolution complète autour du Soleil dure environ 224,7 jours terrestres. L'orbite de Vénus est presque circulaire, avec une excentricité très faible, et son inclinaison orbitale par rapport au plan de l'écliptique est modérée. La rotation de Vénus est lente et rétrograde. Elle tourne sur elle-même dans le sens opposé à la plupart des autres planètes, avec une période de rotation sidérale d'environ 243 jours terrestres, ce qui est plus long que sa période orbitale. En conséquence, un jour solaire sur Vénus, défini par le cycle jour-nuit, dure environ 116,75 jours terrestres. L'inclinaison de son axe de rotation est faible, ce qui implique l'absence de saison marquée. L'atmosphère de Vénus est extrêmement dense et constitue l'une de ses caractéristiques les plus distinctives. Elle est composée à environ 96,5% de dioxyde de carbone, avec de l'azote comme second constituant principal. Des traces de dioxyde de soufre, de vapeur d'eau, de monoxyde de carbone et d'autres composés sont également présentes. La pression atmosphérique à la surface est d'environ 92 bars, soit l'équivalent de la pression ressentie à près de 900 mètres de profondeur dans les océans terrestres. L'atmosphère vénusienne est responsable d'un effet de serre intense et incontrôlé. La température moyenne à la surface de Vénus est d'environ 460 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus chaude du système solaire, malgré sa distance au Soleil plus grande que celle de Mercure. Cette température est relativement uniforme entre le jour et la nuit, en raison de la forte capacité de l'atmosphère à redistribuer la chaleur. Le rayonnement infrarouge émis par la surface est largement piégé par l'atmosphère dense riche en CO. Les couches supérieures de l'atmosphère de Vénus sont dominées par des nuages épais composés principalement de gouttelettes d'acide sulfurique. Ces nuages réfléchissent une grande partie de la lumière solaire incidente, conférant à Vénus son albédo élevé. Malgré cette réflexion, l'énergie solaire absorbée est suffisante, en combinaison avec l'effet de serre, pour maintenir des températures de surface extrêmes. Les nuages masquent complètement la surface dans le domaine visible, rendant l'observation directe impossible sans technique radar. La surface de Vénus est dominée par de vastes plaines volcaniques, couvrant la majorité de la planète. De nombreux édifices volcaniques, incluant des volcans boucliers et des structures circulaires appelées coronae, témoignent d'une activité volcanique étendue dans le passé. Les données radar indiquent une surface relativement jeune à l'échelle géologique, avec un nombre de cratères d'impact relativement faible, suggérant un renouvellement global ou régional de la surface il y a plusieurs centaines de millions d'années. Vénus ne présente pas de tectonique des plaques similaires à celles de la Terre. Cependant, des déformations lithosphériques, telles que des fractures, des plis et des dômes, indiquent une activité tectonique interne. Le transfert de chaleur depuis l'intérieur semble se produire principalement par des processus de convection mantélique sans fragmentation de la lithosphère en plaques mobiles. Ce mode de dissipation thermique a influencé l'évolution géologique et volcanique de la planète. Vénus ne possède pas de champ magnétique global intrinsèque comparable à celui de la Terre. L'absence d'une dynamo active est probablement liée à sa rotation extrêmement lente et à l'état thermique de son noyau. En revanche, l'interaction entre le vent solaire et l'atmosphère dense génère un champ magnétique induit, qui offre une protection partielle contre l'érosion atmosphérique directe. Malgré cela, des pertes atmosphériques ont été observées, en particulier pour les éléments légers. Les caractéristiques actuelles de Vénus suggèrent qu'elle a connu une évolution climatique radicalement différente de celle de la Terre. Des indices isotopiques indiquent que Vénus a probablement possédé une quantité d'eau bien plus importante dans le passé. La perte progressive de cette eau, combinée à l'accumulation de dioxyde de carbone et à l'intensification de l'effet de serre, a conduit à l'environnement extrême observé aujourd'hui. L'étude de Vénus fournit des contraintes essentielles sur les mécanismes de l'évolution atmosphérique et climatique des planètes telluriques. La Terre est la troisième planète à partir du Soleil et la plus massive des planètes telluriques du système solaire. Son demi-grand axe orbital est d'environ une unité astronomique, correspondant à une distance moyenne de 149,6 millions de kilomètres du Soleil. Une révolution complète autour du Soleil dure environ 365,256 jours, durée définissant l'année sidérale.
L'orbite terrestre est légèrement elliptique, avec une excentricité faible, ce qui entraîne des variations modestes de la distance au Soleil au cours de l'année. La rotation de la Terre sur son axe a une période d'environ 23 heures, 56 minutes et 4 secondes, appelée jour sidéral. Le jour solaire moyen, basé sur le cycle jour-nuit, est d'environ 24 heures. L'axe de rotation terrestre est incliné d'environ 23,44 degrés par rapport au plan orbital, ce qui est la cause principale de l'alternance des saisons. Cette inclinaison reste relativement stable sur des échelles de temps longues, bien qu'elle subisse des variations lentes dues aux interactions gravitationnelles avec la Lune et les autres planètes. La Terre possède une structure interne différenciée composée d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte. Le noyau est divisé en un noyau interne solide et un noyau externe liquide, principalement composé de fer et de nickel. Le noyau externe liquide est le siège d'un mécanisme de dynamo qui génère le champ magnétique terrestre. Ce champ s'étend dans l'espace sous la forme de la magnétosphère et joue un rôle essentiel dans la protection de l'atmosphère et de la surface contre les particules énergétiques du vent solaire. Le manteau terrestre, constitué principalement de silicates riches en magnésium et en fer, représente la majeure partie du volume de la planète. Il est le siège de mouvements de convection lents mais continus, qui transportent la chaleur interne vers la surface. La croûte terrestre, la couche la plus externe, est relativement mince et se divise en croûte continentale et croûte océanique, aux compositions et épaisseurs distinctes. La lithosphère, formée de la croûte et de la partie supérieure du manteau, est fragmentée en plaques tectoniques mobiles. La tectonique des plaques est une caractéristique majeure de la Terre. Les interactions entre plaques, incluant la divergence, la convergence et le coulissage, sont responsables de la formation des chaînes de montagnes, des bassins océaniques, des séismes et du volcanisme. Ce processus joue également un rôle central dans le cycle du carbone à long terme, en régulant les échanges entre l'atmosphère, les océans et l'intérieur de la planète. Aucune autre planète du système solaire ne présente actuellement une tectonique des plaques comparable en ampleur et en fonctionnement. L'atmosphère terrestre est composée principalement d'azote, environ 78%, et d'oxygène, environ 21%, avec des traces d'argon, de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et d'autres gaz. Cette composition est le résultat de processus géologiques et biologiques sur des milliards d'années. La présence d'oxygène libre est directement liée à l'activité biologique photosynthétique. L'atmosphère exerce une pression moyenne d'environ 1 bar au niveau de la mer et joue un rôle clé dans la régulation thermique et climatique de la planète. La Terre est la seule planète connue à posséder de grandes quantités d'eau liquide stable à sa surface. Les océans couvrent environ 71% de la surface terrestre et constituent un réservoir majeur de chaleur et de carbone. L'eau participe activement au processus géologique, notamment à l'érosion, au transport des sédiments et à la formation des roches. Le cycle hydrologique, alimenté par l'énergie solaire, relie l'atmosphère, les océans et les continents dans un système dynamique. La présence de la Lune influence de nombreux aspects de la Terre, notamment les marées océaniques, la stabilité de l'inclinaison axiale et la rotation. Les interactions gravitationnelles Terre-Lune entraînent un ralentissement progressif de la rotation terrestre et un éloignement lent de la Lune. Ces effets ont des implications à long terme sur le climat et la durée du jour. Les données géologiques indiquent que la durée du jour était significativement plus courte dans le passé lointain. La Terre présente une diversité climatique et environnementale résultant de la combinaison de sa distance au Soleil, de son atmosphère, de sa rotation et de sa dynamique interne. Les rétroactions entre l'atmosphère, les océans, la biosphère et la lithosphère ont permis le maintien de conditions relativement stables sur de longues périodes. Cette stabilité a favorisé le développement et l'évolution de la vie, faisant de la Terre un cas unique connu dans le système solaire en termes d'habitabilité à long terme. Du système solaire, avec une masse d'environ 1,898 fois 10 kg, soit plus de 2 fois la masse combinée de toutes les autres planètes. Son rayon équatorial moyen est d'environ 71 492 km, et sa densité moyenne, 1,33 g par cm3, indique une composition dominée par l'hydrogène et l'hélium. Son champ gravitationnel intense influence fortement la dynamique orbitale de nombreux corps, notamment les astéroïdes, les comètes et les satellites naturels. La vitesse de libération à la surface nuageuse dépasse 59 km par seconde, ce qui limite fortement la perte atmosphérique malgré les températures élevées des couches supérieures. La rotation rapide de Jupiter, d'environ 9h55, provoque un aplatissement polaire marqué et une forte force centrifuge aux basses latitudes. Cette rotation génère également un champ gravitationnel non sphérique, mesuré par les harmoniques gravitationnelles, révélant une structure interne différenciée avec un noyau dense probable, entouré d'hydrogène métallique liquide.
La transition de l'hydrogène moléculaire vers l'hydrogène métallique se produit sous des pressions de plusieurs millions d'atmosphères, contribuant directement à la génération du champ magnétique. Le champ magnétique de Jupiter est le plus puissant de toutes les planètes, avec un moment magnétique environ 20 000 fois supérieur à celui de la Terre. Il est produit par des mouvements convectifs de l'hydrogène métallique conducteur dans l'intérieur profond. La magnétosphère jovienne s'étend sur plusieurs millions de kilomètres du côté jour et bien au-delà de l'orbite de Saturne du côté nuit, constituant la plus vaste structure continue du système solaire après l'héliosphère. Les ceintures de radiation associées sont extrêmement intenses et dominées par des particules chargées piégées. L'interaction entre le champ magnétique, la rotation rapide et les satellites, en particulier Io, alimente des courants électriques puissants et des émissions radiodétectables depuis la Terre. Le flux de plasma issu du volcanisme d'Io charge la magnétosphère et modifie sa dynamique interne. Les aurores polaires de Jupiter sont persistantes et très énergétiques, résultant à la fois du vent solaire et de ses interactions satellite-planète. Sur le plan gravitationnel, Jupiter joue un rôle majeur dans la stabilité et l'évolution du système solaire. Il agit comme un perturbateur orbital dominant, sculptant la ceinture d'astéroïdes par des résonances gravitationnelles et influençant les trajectoires des comètes à courte et longue période. Sa masse importante contribue à la protection partielle des planètes internes en déviant ou en capturant certains objets, tout en pouvant aussi injecter des corps vers les régions internes lors de perturbations dynamiques. Les mesures précises du champ gravitationnel, obtenues par le suivi Doppler des sondes spatiales, indiquent que l'intérieur de Jupiter n'est pas totalement stratifié mais présente des mélanges progressifs entre couches. Les variations spatiales du champ révèlent également que les vents atmosphériques profonds pénètrent sur plusieurs milliers de kilomètres sous les nuages visibles, liant la dynamique atmosphérique à la structure interne. Jupiter émet plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil, principalement en raison de la contraction gravitationnelle lente de son intérieur, un mécanisme connu sous le nom de processus de Kelvin-Helmholtz. Cette énergie interne alimente la convection, renforce le champ magnétique et soutient une activité atmosphérique intense. L'ensemble de ces propriétés fait de Jupiter un acteur central de la dynamique gravitationnelle et magnétique du système solaire. Saturne est la deuxième planète la plus massive du système solaire, avec une masse d'environ 5,68 x 10 exposant 6 kg et un rayon équatorial moyen d'environ 60 268 km. Sa densité moyenne est d'environ 0,69 g par cm3, la plus faible parmi les planètes, ce qui reflète une composition dominée par l'hydrogène et l'hélium. Saturne présente un aplatissement polaire prononcé dû à sa rotation rapide, dont la période est d'environ 10h33 à 10h45 selon la latitude et la méthode de mesure. Cette rotation rapide entraîne une structure gravitationnelle non sphérique mesurable par des harmoniques gravitationnelles. L'intérieur de Saturne est composé d'un noyau dense enrichi en éléments lourds, entouré d'une enveloppe d'hydrogène métallique liquide et d'une couche externe d'hydrogène moléculaire. Sous des pressions de plusieurs millions d'atmosphères, l'hydrogène devient conducteur, contribuant à la génération du champ magnétique. Le champ magnétique saturnien est globalement aligné avec l'axe de rotation, avec une inclinaison inférieure à 1 degré, ce qui le distingue des autres planètes. Son intensité est plus faible que celle de Jupiter mais reste suffisamment puissante pour former une vaste magnétosphère. Saturne émet davantage d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Cette énergie interne provient en partie de la contraction gravitationnelle lente et d'un mécanisme supplémentaire appelé « pluie d'hélium », dans lequel l'hélium se sépare de l'hydrogène liquide et s'enfonce vers l'intérieur, libérant de l'énergie gravitationnelle. Ce processus influence la structure thermique interne et la composition atmosphérique observable, notamment l'appauvrissement relatif en hélium dans les couches supérieures. L'atmosphère de Saturne est constituée principalement d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane, d'ammoniac, d'eau et d'autres composés. Elle présente des bandes nuageuses moins contrastées que celles de Jupiter, mais des systèmes dynamiques importants, dont des vents atteignant jusqu'à 1800 km/h à l'équateur. Un phénomène atmosphérique majeur est la tempête périodique connue sous le nom de « grande tache blanche », qui peut s'étendre sur des dizaines de milliers de kilomètres et se produire à intervalles liés à la saison saturnienne. Le système d'anneaux de Saturne est le plus étendu et le plus complexe du système solaire. Il est composé de milliards de particules allant de grains micrométriques à des blocs de plusieurs mètres, constitués majoritairement de glace d'eau avec une faible fraction de matériaux rocheux. Les anneaux principaux sont classés en anneaux A, B et C, séparés par des divisions notables, dont la division de Cassini. Leur épaisseur verticale est faible, généralement de l'ordre de quelques dizaines de mètres, malgré leur extension radiale dépassant 280 000 km.
L'origine des anneaux fait l'objet de plusieurs hypothèses, incluant la désintégration d'un satellite glacé ou l'accumulation de débris issus de collisions. Les données dynamiques indiquent que les anneaux évoluent sous l'effet des forces gravitationnelles, des collisions entre particules, des résonances orbitales avec les satellites et de l'érosion par les micrométéorites. Des mesures récentes suggèrent que les anneaux perdent progressivement de la matière vers la planète par un flux de particules chargées électriquement. Saturne possède un vaste système de satellites naturels, dont plus de 80 sont confirmés. Ces lunes présentent une grande diversité de tailles, de compositions et de processus géophysiques. L'interaction gravitationnelle entre les satellites et les anneaux joue un rôle clé dans la structure fine de ces derniers, notamment par le confinement des bords d'anneaux et la création d'ondes de densité. Les résonances orbitales entre lunes contribuent également à l'évolution à long terme du système saturnien. La magnétosphère de Saturne est alimentée à la fois par le vent solaire et par des sources internes, notamment les particules issues de ses satellites glacés. Elle interagit avec l'ionosphère de la planète et génère des aurores polaires observables dans l'ultraviolet et l'infrarouge. L'ensemble des propriétés internes, atmosphériques, magnétiques et dynamiques de Saturne en fait un laboratoire naturel pour l'étude des planètes géantes gazeuses et de l'évolution des systèmes planétaires. Uranus est une planète géante de type géante de glace, avec une masse d'environ 8,68 fois 10 kg et un rayon équatorial moyen d'environ 25 362 km. Sa densité moyenne est d'environ 1,27 g par cm3, indiquant une composition interne dominée par des glaces, eau, ammoniac, méthane, mélangées à des roches, entourées d'une enveloppe d'hydrogène et d'hélium relativement mince. Uranus possède l'inclinaison axiale la plus extrême parmi les planètes, proche de 97,8 degrés, ce qui signifie qu'elle tourne pratiquement, couchée, sur son plan orbital. Cette inclinaison axiale entraîne des saisons extrêmes, chaque pôle connaissant environ 42 années terrestres de jours continus suivies de 42 années de nuits continues au cours de l'orbite complète d'Uranus autour du Soleil, qui dure environ 84 ans terrestres. La distance moyenne au Soleil est d'environ 19,2 unités astronomiques, ce qui réduit fortement l'énergie solaire reçue par rapport aux planètes internes. Malgré cela, Uranus présente une atmosphère froide, avec une température minimale mesurée d'environ 49 K, la plus basse parmi les planètes du système solaire. La rotation d'Uranus est rétrograde par rapport à la plupart des autres planètes, conséquence directe de son inclinaison extrême. Sa période de rotation est d'environ 17h14 minutes. L'aplatissement polaire est modéré, mais la distribution de masse interne génère un champ gravitationnel non sphérique mesurable. Les données gravitationnelles indiquent une différenciation interne avec un noyau rocheux central, une couche intermédiaire riche en glacionique et une enveloppe externe gazeuse. L'atmosphère d'Uranus est composée principalement d'hydrogène moléculaire et d'hélium, avec environ 2% de méthane, responsable de la couleur bleu-vert caractéristique par absorption de la lumière rouge. Des traces d'hydrocarbures plus complexes sont également présentes. Les nuages sont organisés en couches, incluant des nuages de méthane à haute altitude et des nuages plus profonds probablement composés d'hydrosulfure d'ammonium et d'eau. Les vents atmosphériques peuvent atteindre des vitesses supérieures à 900 km/h, malgré la faible énergie solaire disponible. Uranus émet très peu de chaleur interne par rapport aux autres planètes géantes. Son flux thermique interne est proche de l'équilibre radiatif avec l'énergie solaire absorbée, ce qui contraste fortement avec Jupiter, Saturne et Neptune. Cette faible émission interne suggère une structure interne qui limite la convection ou une histoire thermique particulière, possiblement liée à un événement majeur durant sa formation. Le champ magnétique d'Uranus est atypique. Son axe magnétique est incliné d'environ 59 degrés par rapport à l'axe de rotation et son centre est décalé d'environ un tiers du rayon planétaire par rapport au centre de la planète. Ce champ est généré non pas dans une couche profonde d'hydrogène métallique, comme pour Jupiter et Saturne, mais probablement dans une couche de fluide ionique conducteur riche en eau et en ammoniac. Cette géométrie complexe produit une magnétosphère fortement asymétrique et variable au cours de la rotation. La magnétosphère d'Uranus interagit de manière inhabituelle avec le vent solaire en raison de l'orientation extrême de l'axe de rotation. Au cours de l'orbite, la configuration du champ magnétique par rapport au Soleil varie fortement, entraînant des changements importants dans la structure de la magnétosphère et des processus de reconnexion magnétique. Des aurores ont été détectées, bien que plus faibles et moins persistantes que celles observées sur Jupiter ou Saturne. Uranus possède un système d'anneaux fins et sombres, découvert en 1977. Ils sont composés principalement de particules de taille centimétrique à métrique, riches en matériaux sombres, probablement carbonés. Les anneaux sont étroits, bien définis et maintenus par des satellites bergers qui stabilisent leurs bords par des interactions gravitationnelles.
Leur albédo est faible, indiquant une surface peu réfléchissante. Le système de satellites d'Uranus comprend 27 lunes connues, nommées majoritairement d'après des personnages des œuvres de Shakespeare et d'Alexander Pope. Les plus grandes lunes montrent des surfaces glacées marquées par des fractures, des failles et des terrains tectoniques, suggérant une activité géologique passée. Les interactions gravitationnelles entre les satellites, les anneaux et la planète contribuent à l'évolution dynamique du système uranien sur des échelles de temps géologiques. Les observations détaillées d'Uranus proviennent principalement d'un unique survol par une sonde spatiale au XX siècle, complétée par des observations télescopiques depuis la Terre et l'espace. Les données disponibles indiquent qu'Uranus représente un cas extrême de planète géante, dont l'inclinaison axiale, la faible émission thermique interne et la structure magnétique non conventionnelle offrent des contraintes importantes sur les modèles de formation et d'évolution des planètes géantes du système solaire. Neptune est une planète géante de glace d'une masse d'environ 1,024 x 10 exposant 6 kg et d'un rayon équatorial moyen d'environ 24 622 km. Sa densité moyenne est d'environ 1,64 g par cm3, supérieure à celle d'Uranus, indiquant une proportion plus élevée d'éléments lourds. Neptune orbite le Soleil à une distance moyenne d'environ 30,1 unités astronomiques et complète une révolution en environ 164,8 années terrestres. La faible irradiation solaire à cette distance influence fortement son bilan énergétique externe. La rotation de Neptune est rapide, avec une période d'environ 16h06, produisant un aplatissement polaire mesurable. L'analyse du champ gravitationnel indique une structure interne différenciée comprenant un noyau rocheux central, une couche intermédiaire riche en glace chaude et ionique, eau, ammoniac, méthane, et une enveloppe externe d'hydrogène et d'hélium. La convection interne est active et alimente une émission thermique significative. Neptune émet environ 2,5 fois plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Cette énergie interne est attribuée à la chaleur résiduelle de la formation, à la contraction gravitationnelle lente et à une convection efficace dans l'intérieur. Contrairement à Uranus, Neptune présente un flux thermique interne élevé, ce qui se traduit par une atmosphère dynamique et énergique malgré la faible énergie solaire disponible. L'atmosphère de Neptune est composée principalement d'hydrogène et d'hélium, avec environ 1 à 2% de méthane. Le méthane absorbe la lumière rouge, conférant à la planète sa couleur bleue intense. Des traces d'hydrocarbures et de composés azotés sont également présentes. La structure atmosphérique comprend plusieurs couches nuageuses, incluant des nuages de méthane à haute altitude et des nuages plus profonds probablement composés d'hydrosulfure d'ammonium et d'eau. Neptune possède les vents les plus rapides observés dans le système solaire. Les vitesses mesurées dépassent 2000 km/h, avec des jets équatoriaux et des vents rétrogrades aux latitudes moyennes. Ces vents sont alimentés principalement par la chaleur interne plutôt que par l'énergie solaire. L'atmosphère présente des systèmes météorologiques de grande échelle, incluant des vortex persistants analogues à des tempêtes anticycloniques. Des structures atmosphériques sombres, interprétées comme des tourbillons de haute pression, ont été observées à différentes époques, indiquant une variabilité météorologique sur des échelles de temps de quelques années. Ces vortex peuvent disparaître et se reformer, suggérant une dynamique atmosphérique instable mais soutenue par l'énergie interne. Des nuages brillants de haute altitude se forment souvent à proximité de ces structures, résultant de processus de condensation locale. Le champ magnétique de Neptune est fortement incliné, d'environ 47 degrés par rapport à l'axe de rotation, et son centre est décalé par rapport au centre de la planète. Comme pour Uranus, le champ est probablement généré dans une couche de fluide ionique conducteur plutôt que dans une couche d'hydrogène métallique profonde. Cette géométrie produit une magnétosphère asymétrique et variable, fortement dépendante de la rotation planétaire et de l'interaction avec le vent solaire. La magnétosphère de Neptune interagit avec le vent solaire à des distances importantes, formant une onde de choc et une magnétogaine étendue. Des émissions radio et des signatures aurorales ont été détectées, bien que plus faibles que celles des planètes géantes plus proches du Soleil. La configuration du champ magnétique entraîne des variations périodiques de l'environnement magnétosphérique. Neptune possède un système d'anneaux fins et discontinus, composé principalement de particules sombres riches en matériaux carbonés. Ces anneaux incluent des arcs lumineux localisés, maintenus par des résonances gravitationnelles avec des satellites proches. Les anneaux sont dynamiquement instables à long terme sans ces mécanismes de confinement gravitationnel. Le système de satellites de Neptune comprend 14 lunes connues. La plus massive exerce une influence dominante sur le système neptunien et présente une orbite rétrograde, indiquant une capture gravitationnelle passée.
Les interactions gravitationnelles entre les satellites, les anneaux et la planète contribuent à l'évolution dynamique du système externe de Neptune. L'ensemble des propriétés énergétiques, atmosphériques et magnétiques de Neptune en fait un exemple extrême de planète où la dynamique interne domine largement les processus observables. Les lunes planétaires constituent une population extrêmement diverse d'objets orbitant autour des planètes, allant de corps irréguliers de quelques kilomètres à des satellites de taille comparable à des planètes. Leur origine inclut l'accrétion in situ dans des disques circumplanétaires, la capture gravitationnelle d'objets externes et la fragmentation résultant de collisions. Les systèmes de satellites reflètent les conditions dynamiques et thermiques présentes lors de la formation et de l'évolution des planètes hôtes. Les grandes planètes possèdent les systèmes de lunes les plus étendus. Les planètes géantes présentent des familles régulières de satellites à orbite quasi-circulaire et prograde, situés près du plan équatorial, ainsi que des lunes irrégulières à orbite inclinée, excentrique ou rétrograde. Les satellites réguliers se sont formés dans des disques circumplanétaires riches en gaz et en poussière, tandis que les satellites irréguliers sont majoritairement des objets capturés. Les lunes peuvent être différenciées intérieurement, avec des noyaux rocheux, des manteaux glacés et, dans certains cas, des couches liquides internes. La différenciation dépend de la taille, de la composition initiale et des sources de chaleur, incluant la chaleur radiogénique, l'énergie d'accrétion et les forces de marée. Les forces de marée jouent un rôle majeur dans l'évolution thermique et orbitale de nombreux satellites, produisant un échauffement interne par dissipation mécanique. Les interactions de marée entre une planète et ses satellites modifient progressivement les orbites. L'échange de moments angulaires peut entraîner une migration orbitale, un verrouillage gravitationnel et une circularisation des orbites. De nombreux satellites sont en rotation synchrone, présentant toujours la même face à leur planète. Les résonances orbitales entre satellites sont fréquentes et stabilisent certaines configurations tout en amplifiant les effets de marée. Les surfaces des lunes présentent une large gamme de processus géologiques. Certaines montrent une activité tectonique, cryovolcanique ou volcanique soutenue par l'échauffement interne. D'autres conservent des surfaces fortement cratérisées, témoignant d'une faible activité géologique depuis des milliards d'années. La densité de cratères est utilisée pour estimer l'âge relatif des surfaces et reconstituer l'histoire collisionnelle locale. Les satellites glacés peuvent contenir des couches de liquide sous leur surface solide, maintenues par la chaleur interne et l'effet isolant de la glace. Ces environnements internes sont détectés indirectement par des signatures gravitationnelles, des champs magnétiques induits et des observations géologiques de surface. La présence d'océans internes dépend de la composition chimique, de la taille du satellite et de l'intensité des forces de marée. Les satellites influencent directement les anneaux planétaires et l'environnement proche des planètes. Les lunes dites « bergers » confinent les anneaux par des résonances gravitationnelles, tandis que des collisions ou des éjections de matériaux depuis des lunes peuvent alimenter les anneaux et les torides de plasma. Les interactions entre satellites et magnétosphères planétaires modifient les flux de particules chargées et produisent des émissions électromagnétiques mesurables. Certaines lunes possèdent des atmosphères ténues, transitoires ou permanentes, générées par le dégazage interne, la sublimation de glace ou le bombardement par des particules énergétiques. Ces atmosphères sont généralement dominées par des molécules simples et sont fortement influencées par le rayonnement solaire et les champs magnétiques planétaires. Leur stabilité dépend de la gravité du satellite et de l'environnement radiatif. La diversité géophysique des lunes est illustrée par des satellites rocheux, glacés ou mixtes, présentant des densités variées et des structures internes contrastées. Certains satellites montrent des preuves d'évolution chimique complexe, incluant des sels, des composés organiques et des interactions roches-eau. Ces processus sont étudiés pour comprendre l'évolution thermique et chimique des petits corps planétaires. Les lunes jouent également un rôle clé dans la dynamique globale des systèmes planétaires. Elles contribuent à la dissipation de l'énergie orbitale, à la stabilité à long terme des anneaux et à l'évolution de l'axe de rotation des planètes. L'étude comparative des systèmes de satellites fournit des contraintes fondamentales sur les mécanismes de formation planétaire, l'évolution des disques circumplanétaires et les processus physiques opérant dans les environnements gravitationnels complexes du système solaire. Les satellites glacés sont des corps planétaires dont la structure est dominée par la glace d'eau, souvent mélangée à des roches et à des composés volatiles. Leur densité intermédiaire entre celle de la glace pure et des roches silicatées indique une différenciation interne partielle ou complète. Beaucoup de ces satellites se sont formés dans des régions froides des disques circumplanétaires, où l'eau et d'autres volatiles pouvaient se condenser efficacement. Les océans internes potentiels sont des couches d'eau liquide situées sous une croûte de glace solide. Leur existence est rendue possible par des sources de chaleur interne suffisantes pour empêcher le gel complet de l'eau.
Les principales sources de chaleur incluent l'échauffement radiogénique des roches internes, la dissipation de l'énergie de marée due aux interactions gravitationnelles avec la planète hôte et d'autres satellites, ainsi que la chaleur résiduelle de l'accrétion initiale. Les forces de marée jouent un rôle central dans le maintien des océans internes. Les variations périodiques du champ gravitationnel induisent des déformations mécaniques du satellite, produisant de la chaleur par friction interne. Ce mécanisme est particulièrement efficace lorsque le satellite est engagé dans une résonance orbitale, maintenant une excentricité orbitale non nulle sur de longues périodes. La dissipation de marée peut fournir une puissance thermique comparable ou supérieure à celle du chauffage radiogénique. Les preuves indirectes d'océans internes proviennent de plusieurs types d'observations. Les mesures de champ magnétique induit indiquent la présence de couches conductrices électriquement, compatibles avec de l'eau salée liquide. Les données gravitationnelles révèlent des structures internes différenciées et des couches de faible rigidité mécanique. Les observations géologiques montrent des surfaces jeunes, peu cratérisées, des fractures extensives et des terrains chaotiques suggérant une activité interne récente ou continue. Europa présente une croûte glacée fracturée et un océan global probable situé à quelques dizaines de kilomètres sous la surface. Les modèles indiquent que cet océan pourrait être en contact direct avec un manteau rocheux, permettant des interactions aux roches. La salinité estimée de l'océan est suffisante pour assurer une conductivité électrique détectable. L'énergie de marée exercée par la planète hôte constitue la principale source de chaleur interne. Encelade possède un océan interne confirmé sous une croûte de glace relativement mince au pôle sud. Des panaches actifs de vapeur d'eau, de glace et de composés organiques sont éjectés par des fractures, indiquant une communication directe entre l'océan et la surface. Les analyses de particules montrent la présence de sel, de silicates et de molécules organiques complexes, impliquant des réactions hydrothermales au fond de l'océan. Ganymède est le plus grand satellite du système solaire et présente un champ magnétique intrinsèque. Les données indiquent l'existence probable de plusieurs couches d'eau liquide séparées par des phases de glace à haute pression. L'océan principal serait situé entre une croûte glacée externe et une couche de glace dense, limitant le contact direct avec le manteau rocheux mais permettant une stabilité à long terme de l'eau liquide. Titan possède une structure interne compatible avec un océan d'eau liquide enrichi en ammoniac sous une épaisse croûte de glace. Bien que sa surface soit dominée par des hydrocarbures liquides, l'océan interne serait composé principalement d'eau. Les mesures gravitationnelles et la réponse de rotation indiquent une couche interne découplée mécaniquement, cohérente avec un océan global. La composition chimique des océans internes varie selon les satellites. La présence de sel dissous abaisse le point de congélation de l'eau et augmente sa conductivité électrique. L'ammoniac et d'autres composés volatiles peuvent également jouer un rôle antigel. Les interactions entre l'eau liquide et les roches silicatées peuvent produire de l'hydrogène moléculaire et d'autres espèces chimiques, modifiant la composition de l'océan sur des échelles de temps géologiques. La stabilité à long terme des océans internes dépend de l'équilibre entre les sources de chaleur et les pertes thermiques à travers la croûte glacée. L'épaisseur de la glace, sa conductivité thermique et la présence éventuelle de couches de convection solide contrôlent le flux de chaleur sortant. Des variations orbitales peuvent modifier l'intensité de l'échauffement de marée et entraîner des cycles d'expansion ou de contraction de l'océan. Les satellites glacés et leurs océans internes représentent des environnements géophysiques actifs, où les processus thermiques, mécaniques et chimiques sont étroitement couplés. Leur étude fournit des contraintes essentielles sur la physique des glaces, la dynamique des marées et l'évolution thermique des petits corps planétaires dans le système solaire. Les anneaux planétaires sont des systèmes de particules orbitant dans le plan équatorial d'une planète, maintenus par l'équilibre entre la gravité planétaire, les forces de marée et les interactions collisionnelles. Ils sont composés d'innombrables éléments solides dont les tailles varient de grains micrométriques à des blocs de plusieurs mètres. La distribution radiale, l'épaisseur verticale et la dynamique des anneaux sont contrôlées par la masse de la planète, la distance orbitale et l'influence gravitationnelle des satellites voisins. La formation des anneaux peut résulter de plusieurs processus. L'un des mécanismes principaux est la fragmentation d'un satellite ayant franchi la limite de Roche, distance à laquelle les forces de marée dépassent la cohésion gravitationnelle d'un corps. Les anneaux peuvent également provenir de débris issus de collisions entre satellites ou de l'accrétion incomplète de matière dans le disque circumplanétaire initial. Les modèles dynamiques indiquent que certains systèmes d'anneaux peuvent être relativement jeunes à l'échelle géologique, tandis que d'autres peuvent être entretenus par des processus continus de recyclage de matière. Les anneaux sont dynamiquement actifs. Les collisions fréquentes entre particules dissipent l'énergie orbitale et tendent à aplatir le système en une structure extrêmement mince, souvent de quelques dizaines de mètres d'épaisseur.
Ces collisions provoquent aussi une redistribution angulaire et une évolution progressive des orbites individuelles. La viscosité effective des anneaux, issue de ces interactions, contrôle leur diffusion radiale au cours du temps. Les résonances gravitationnelles jouent un rôle majeur dans la structure des anneaux. Les interactions périodiques avec des satellites produisent des ondes de densité et des ondes de flexion observables comme des motifs spiraux. Ces résonances peuvent créer des divisions nettes, des bords abrupts et des structures fines. Les satellites dits « bergers » stabilisent certains anneaux étroits en confinant leurs particules par des échanges de moments angulaires. La composition des anneaux varie selon la planète hôte. Les anneaux riches en glace présentent un albédo élevé et reflètent efficacement la lumière solaire, tandis que les anneaux dominés par des matériaux sombres riches en carbone ont un albédo faible. La proportion de glace d'eau, de silicates et de composés organiques fournit des indices sur l'origine des anneaux et sur les processus d'altération par le rayonnement et les micrométéorites. Saturne possède le système d'anneaux le plus massif et le plus étendu du système solaire. Ces anneaux principaux sont structurés en régions distinctes séparées par des divisions associées à des résonances orbitales. Les mesures indiquent une masse totale significative mais inférieure à celle d'un satellite de taille moyenne. Des observations montrent une perte progressive de matière des anneaux vers la planète, sous forme de particules chargées guidées par le champ magnétique. Jupiter présente un système d'anneaux ténus et peu réfléchissants, principalement composés de poussière fine. Ces anneaux sont alimentés en continu par l'éjection de matériaux depuis de petits satellites internes sous l'effet des impacts de micrométéorites. Leur faible masse et leur nature diffuse indiquent un équilibre entre production et perte de particules. Uranus possède des anneaux étroits, sombres et bien définis, constitués de particules relativement grosses. Leur confinement est assuré par des satellites proches exerçant des forces gravitationnelles stabilisatrices. La faible réflectivité suggère une composition riche en matériaux sombres modifiés par l'irradiation à long terme. Neptune présente des anneaux discontinus caractérisés par des arcs lumineux localisés. Ces arcs sont maintenus par des résonances avec des satellites internes, sans lesquels ils se disperseraient rapidement. Leur existence démontre l'importance des interactions gravitationnelles fines dans la stabilité des structures annulaires. L'évolution des anneaux est influencée par plusieurs processus de perte. Les impacts de micrométéorites fragmentent les particules et produisent de la poussière qui peut être éjectée ou entraînée vers la planète. Le rayonnement solaire et les champs magnétiques modifient les trajectoires des grains chargés. À long terme, ces mécanismes conduisent à un appauvrissement progressif de la masse des anneaux s'ils ne sont pas réalimentés. Les anneaux constituent des laboratoires naturels pour l'étude de la dynamique gravitationnelle collective. Les processus observés, tels que la formation d'ondes, l'accrétion locale transitoire et la fragmentation, sont analogues à ceux intervenant dans les disques protoplanétaires. Leur analyse fournit des contraintes directes sur la physique des disques, les interactions de marée et l'évolution des systèmes planétaires. Les comètes sont des petits corps du système solaire composés principalement de glace volatile, de poussière minérale et de composés organiques. Leur densité moyenne est faible, indiquant une structure interne poreuse et peu consolidée. Les noyaux cométaires ont généralement des tailles allant de quelques centaines de mètres à plusieurs dizaines de kilomètres et présentent des formes irrégulières résultant de processus d'accrétion douce et d'érosion progressive. La composition des comètes est dominée par la glace d'eau, accompagnée de glace de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone, de méthane, d'ammoniac et d'autres composés volatiles. Les poussières incluent des silicates, des sulfures et des matériaux carbonés. Des molécules organiques complexes, incluant des hydrocarbures et des composés contenant de l'azote et de l'oxygène, ont été détectées, indiquant une chimie riche héritée des conditions du disque protosolaire. Lorsque les comètes s'approchent du Soleil, l'augmentation du flux thermique provoque la sublimation des glaces de surface et sous-surface. Ce processus libère des gaz et des poussières, formant une atmosphère diffuse appelée coma. La pression exercée par les gaz en expansion entraîne l'éjection de particules solides depuis le noyau. La sublimation est sélective, les glaces les plus volatiles s'activant à de grandes distances héliocentriques, tandis que la glace d'eau domine l'activité à des distances plus proches. Les queues cométaires résultent de l'interaction entre la matière éjectée et l'environnement solaire. La queue ionique est formée de gaz ionisés entraînés par le vent solaire et orientés presque radialement à l'opposé du Soleil. La queue de poussière est constituée de particules solides soumises à la pression de radiation solaire, suivant des trajectoires courbes déterminées par leur taille et leur masse. Ces deux types de queues coexistent souvent mais présentent des structures et des dynamiques distinctes. Les comètes sont classées dynamiquement selon leur période orbitale et leurs origines.
Les comètes à courte période, avec des périodes inférieures à environ 200 ans, présentent des orbites faiblement inclinées et sont majoritairement associées à la ceinture de Kuiper. Les comètes à longue période possèdent des orbites très allongées et isotropes, suggérant une origine dans le nuage d'Oort, une vaste région sphérique hypothétique entourant le système solaire. La ceinture de Kuiper est un disque de corps glacé situé au-delà de l'orbite de Neptune. Les interactions gravitationnelles avec les planètes géantes peuvent perturber les objets de cette région et les injecter vers l'intérieur du système solaire, où ils deviennent des comètes actives. Les comètes issues de cette source tendent à avoir des orbites relativement stables et répétitives sur des échelles de temps astronomiques. Le nuage d'Oort est considéré comme un réservoir lointain de comètes à longue période, s'étendant potentiellement jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'unités astronomiques. Les perturbations gravitationnelles dues aux étoiles de passage, aux marées galactiques ou aux variations du champ gravitationnel environnant peuvent dévier des objets de ce nuage vers le système solaire interne. Les comètes provenant de cette région arrivent souvent avec des inclinaisons orbitales élevées et parfois rétrogrades. L'évolution physique des comètes est marquée par une perte progressive de matière. Chaque passage près du Soleil entraîne une sublimation et une érosion du noyau, modifiant sa morphologie et réduisant sa masse. Avec le temps, certaines comètes peuvent devenir inactives lorsque leurs glaces superficielles sont épuisées, laissant des corps riches en poussière parfois indiscernables des astéroïdes. Ces objets sont parfois qualifiés de comètes éteintes ou dormantes. Les surfaces des noyaux cométaires sont souvent recouvertes d'une croûte sombre formée par l'accumulation de poussière non volatile après la sublimation des glaces sous-jacentes. Cette croûte peut limiter l'activité, mais des fractures, des effondrements ou des variations thermiques peuvent exposer de nouvelles zones riches en glace, réactivant localement la sublimation. Les jets observés sont liés à ces régions actives localisées. Les comètes jouent un rôle dans le transport de matière volatile au sein du système solaire. Elles ont contribué à redistribuer de l'eau, des composés organiques et des gaz vers les régions internes lors des phases précoces de l'évolution planétaire. L'étude isotopique de l'eau et des gaz cométaires fournit des contraintes sur les conditions physico-chimiques de la nébuleuse solaire et sur les processus de formation des petits corps glacés. La dynamique des comètes est fortement influencée par les perturbations gravitationnelles planétaires, en particulier celles des planètes géantes. Ces interactions peuvent modifier les périodes orbitales, provoquer des captures temporaires, des éjections hors du système solaire ou des impacts. Les comètes constituent ainsi des traceurs dynamiques sensibles des interactions gravitationnelles à grande échelle dans le système solaire. La ceinture de Kuiper est une région du système solaire située au-delà de l'orbite de Neptune, s'étendant approximativement de 30 à 50 unités astronomiques du Soleil, avec une extension diffuse au-delà. Elle constitue un disque épais de petits corps glacés, vestige relativement peu transformé du disque protoplanétaire externe. La masse totale actuelle de la ceinture de Kuiper est estimée à une fraction de la masse terrestre, bien inférieure à celle requise par les modèles d'accrétion initiaux, indiquant une perte de matière significative au cours de l'évolution du système solaire. Les objets transneptuniens de la ceinture de Kuiper sont composés principalement de glace d'eau, de méthane, d'azote et de monoxyde de carbone, mélangés à des matériaux rocheux et carbonés. Leur densité varie largement, reflétant des proportions différentes de glace et de roche. Les surfaces sont souvent sombres et rougies par l'irradiation à long terme due aux rayons cosmiques et au rayonnement solaire, produisant des composés organiques complexes appelés tholins. La ceinture de Kuiper est dynamiquement structurée en plusieurs populations distinctes. Les objets classiques occupent des orbites relativement circulaires et peu inclinées, formant le cœur stable de la ceinture. Une sous-population dite « chaude » présente des inclinaisons orbitales plus élevées, suggérant une histoire dynamique plus perturbée. Les objets résonnants sont piégés dans des résonances gravitationnelles stables avec Neptune, ce qui stabilise leurs orbites malgré des excentricités importantes. La résonance 3h2 avec Neptune est l'une des plus peuplées, où les objets effectuent 2 orbites autour du Soleil pour 3 orbites de Neptune. D'autres résonances, telles que 2h1 et 5h2, sont également observées. Ces structures résonantes sont considérées comme des traces directes de la migration orbitale passée des planètes géantes, en particulier du déplacement radial de Neptune vers l'extérieur au cours des premières centaines de millions d'années du système solaire. La formation de la ceinture de Kuiper est liée à l'accrétion planétésimale dans les régions externes du disque protoplanétaire. Les modèles indiquent que la croissance planétaire y a été limitée par de faibles densités de matière et des temps d'accrétion longs. Les perturbations gravitationnelles des planètes géantes ont empêché la formation d'une planète massive dans cette région et ont dispersé une grande partie de la matière initiale vers d'autres réservoirs ou hors du système solaire. Les objets de la ceinture de Kuiper couvrent une large gamme de tailles, allant de corps kilométriques à des objets de plusieurs centaines de kilomètres de diamètre.
Certains sont suffisamment grands pour atteindre un équilibre hydrostatique, présentant une forme quasi-sphérique et une différenciation interne partielle. Ces grands objets conservent parfois des glaces volatiles à leur surface grâce à leur gravité plus élevée et aux températures extrêmement basses de la région. Les collisions au sein de la ceinture de Kuiper ont joué un rôle important dans son évolution. Bien que la densité actuelle soit faible, les collisions étaient plus fréquentes dans le passé lorsque la population était plus massive. Ces impacts ont fragmenté de nombreux corps et produit une distribution de taille dominée par des objets de petite taille. Les familles collisionnelles identifiées partagent des propriétés orbitales et spectrales communes. La ceinture de Kuiper est une source majeure de comètes à courte période. Les interactions gravitationnelles avec Neptune peuvent perturber les orbites de certains objets, les faisant migrer vers des orbites instables qui les amènent dans le système solaire interne. Ces corps deviennent alors actifs sous l'effet du rayonnement solaire, libérant des gaz et des poussières caractéristiques des comètes. Les propriétés orbitales des objets transneptuniens fournissent des contraintes essentielles sur la dynamique à long terme du système solaire. Les distributions d'inclinaison, d'excentricité et de résonance reflètent les effets combinés de la migration planétaire, des interactions gravitationnelles mutuelles et des perturbations externes. Certaines orbites très allongées et détachées suggèrent l'influence passée de perturbations gravitationnelles supplémentaires. L'étude observationnelle de la ceinture de Kuiper repose principalement sur des relevés télescopiques profonds, qui détectent les objets par leur mouvement lent sur le fond d'étoiles. Les biais observationnels sont importants, favorisant la détection des objets les plus grands et les plus proches. Les corrections statistiques sont nécessaires pour reconstruire la population réelle et sa distribution de taille. La ceinture de Kuiper représente un réservoir clé de matière primitive, préservant des informations sur la composition chimique, les conditions thermiques et la dynamique du disque externe primitif. Son étude est fondamentale pour comprendre la formation des planètes géantes, l'origine des comètes et l'évolution globale de l'architecture du système solaire. Le disque diffus est une population d'objets transneptuniens caractérisés par des orbites fortement excentriques et souvent inclinées, s'étendant bien au-delà de la ceinture de Kuiper classique. Les distances héliocentriques de ces objets varient généralement de quelques dizaines à plusieurs centaines d'unités astronomiques. Leurs orbites sont dynamiquement instables sur des échelles de temps géologiques, indiquant une évolution continue sous l'influence gravitationnelle des planètes géantes. Les objets du disque diffus sont composés de glace volatile, de matériaux rocheux et de composés organiques similaires à ceux de la ceinture de Kuiper. Leur faible densité moyenne et leur surface sombre suggèrent une structure interne poreuse et une altération par irradiation à long terme. Les températures extrêmement basses dans ces régions permettent la conservation de glace très volatile lorsque les objets se trouvent à l'aphélie. La dynamique du disque diffus est dominée par les interactions gravitationnelles répétées avec Neptune. Lorsqu'un objet transneptunien passe près de Neptune, des échanges d'énergie orbitale peuvent accroître son excentricité et déplacer son aphélie vers des distances beaucoup plus grandes, tout en maintenant un périhélie proche de l'orbite de la planète. Ce mécanisme de diffusion gravitationnelle est responsable de la large distribution orbitale observée. Contrairement aux objets résonnants de la ceinture de Kuiper, les objets du disque diffus ne sont généralement pas protégés par des résonances stables à long terme. Leurs orbites peuvent évoluer de manière chaotique, avec des variations progressives de l'inclinaison et de l'excentricité. Cette instabilité conduit soit à une éjection hors du système solaire, soit à une injection vers des orbites internes, alimentant la population de comètes à courte période. Le disque diffus chevauche partiellement la région externe de la ceinture de Kuiper mais s'en distingue par sa dynamique. Les objets dits « détachés » possèdent des périhélies suffisamment éloignées pour ne plus subir d'interactions directes fréquentes avec Neptune. Leur existence suggère l'influence passée de mécanismes supplémentaires, tels que la migration planétaire, des interactions avec des planétésimaux massifs ou des perturbations gravitationnelles externes. L'origine du disque diffus est étroitement liée à l'évolution précoce du système solaire. Les modèles indiquent qu'au cours de la migration des planètes géantes, en particulier celle de Neptune vers l'extérieur, de nombreux objets initialement situés dans la région de formation ont été dispersés vers des orbites très allongées. Une fraction de cette population est restée liée gravitationnellement au Soleil, formant le disque diffus actuel. Les collisions au sein du disque diffus sont rares en raison de la faible densité spatiale des objets. Par conséquent, l'évolution de ces corps est dominée par des processus dynamiques plutôt que collisionnels. Les surfaces conservent ainsi des signatures anciennes de composition et d'irradiation, fournissant des informations sur les conditions du disque externe primitif. Le disque diffus constitue une source importante de comètes de la famille de Jupiter.
Les objets dont le périhélie est progressivement abaissé par des interactions gravitationnelles peuvent être transférés vers des orbites contrôlées par Jupiter et les autres planètes géantes. Une fois dans le système solaire interne, ces corps subissent une activité cométaire intense et une perte rapide de matière volatile. L'influence gravitationnelle externe sur le disque diffus inclut les effets des marées galactiques et des passages stellaires à grande distance. Bien que ces perturbations soient faibles individuellement, elles peuvent modifier lentement les orbites des objets les plus éloignés, en particulier ceux ayant des aphélies très étendues. Ces processus contribuent à la transition progressive entre le disque diffus et les régions internes du nuage d'or. L'étude du disque diffus repose sur l'analyse statistique des orbites observées et sur des simulations numériques à long terme. Les distributions orbitales fournissent des contraintes sur la migration passée des planètes géantes et sur la masse initiale du disque externe. Les incertitudes observationnelles restent importantes en raison de la difficulté à détecter des objets lointains et faiblement lumineux. Le disque diffus représente une population transitoire reliant dynamiquement la ceinture de Kuiper et le nuage d'or. Il joue un rôle clé dans le transport de matière glacée vers le système solaire interne et dans l'évolution globale des petits corps. Sa structure et sa dynamique constituent des archives directes de l'histoire gravitationnelle externe du système solaire.
Thank you.